Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet, un vrai classique pour les gestionnaires de paie, mais avec les chiffres de 2026. Je parle bien sûr des bons d'achat. Oui, un sujet incontournable. On a sous les yeux les toutes dernières notes de l'URSSAF et notre mission, elle est simple, en extraire les clés pour sécuriser les pratiques et éviter les mauvaises surprises. Le chiffre magique pour 2026, c'est 200 euros. Oui, 200 euros, c'est le nouveau seuil. Ça correspond en fait à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Et il faut vraiment voir ce chiffre comme, disons, une première porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est-à-dire? Si le total des bons d'achat et des cadeaux pour un salarié sur toute l'année ne dépasse pas ces 200 euros, alors la vie est simple. Tout est exonéré de cotisations. D'accord. On n'a pas à se poser de questions sur l'événement, l'utilisation, rien. C'est la voie royale, en quelque sorte. Ah, donc sous 200 euros, c'est open bar. On se pose aucune question. C'est bon à savoir ça. C'est ça. Mais soyons honnêtes, entre un bon pour Noël, peut-être un autre pour la rentrée scolaire des enfants, ce plafond, il peut être vite atteint. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on franchit cette ligne, même d'un tout petit euro? Alors là, le jeu change complètement. On bascule dans une analyse au cas par cas. L'URSSAF nous demande de vérifier chaque bon d'achat, individuellement, selon 3 conditions. Et attention, elles sont cumulatives. Cumulative. Oui. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, l'exonération pour ce bon spécifique, elle tombe à l'eau. D'accord, 3 verrous à faire sauter donc. Quelle est la première condition? La première, c'est l'événement. Le bon doit être lié à une des occasions listées par l'URSSAF. On y trouve Noël, la rentrée scolaire, une naissance, un mariage, Le départ à la retraite aussi, je crois, le hein. départ à la retraite, oui. Mais par contre, un anniversaire ou juste un bon pour faire plaisir, ça ne fonctionne pas. C'est une liste qui est vraiment fermée. D'accord. Et sur la deuxième condition, l'utilisation, c'est strict à quel point? Si on offre un bon pour la rentrée scolaire, est-ce qu'il peut servir à acheter une console de jeu? C'est une excellente question parce que c'est un point de vigilance. Le bon doit mentionner ce qu'il permet d'acheter et cet achat doit être en lien direct avec l'événement. Donc pas de console de jeu. Non. Pour la rentrée, ce sera des fournitures scolaires, des livres, des vêtements. Pour le Noël des enfants, des jouets. Mais un bon qui permettrait d'acheter de l'alimentaire courant ou du carburant serait systématiquement retoqué. Logique, oui. L'URSSAF considérerait ça comme un complément de salaire déguisé. Exactement. Et la troisième condition, j'imagine que c'est le montant. C'est ça, le montant. La valeur du bon ne doit pas dépasser le fameux seuil de 200 euros par événement et par bénéficiaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Hein? Un salarié peut tout à fait recevoir plus de 200 euros sur l'année. Par exemple, comme le montre la source, un parent avec 2 enfants, il peut recevoir 200 euros pour son propre Noël, Ok. 200 euros pour le Noël de son premier enfant et 200 euros pour le second. On est à 600 euros au total. Ah oui, quand même. Mais comme chaque bon respecte bien les 3 critères, tout reste exonéré. C'est beaucoup plus clair. Le contre-exemple de l'article est aussi très parlant. Un salarié qui reçoit 150 euros pour son anniversaire et 70 euros pour Noël. Le total, 220 euros, dépasse le plafond annuel. Voilà. Donc, on analyse tout séparément. Le bon d'anniversaire de 150 euros, il sera entièrement soumis à cotisation parce que l'événement n'est pas valide. Pas sur la liste. En revanche, celui de 70 euros pour Noël, qui lui respecte bien les 3 conditions, restera exonéré. C'est vraiment du bon par bon. D'accord. Il y a une exception notable, par contre, qui simplifie la vie. Oui, les chèques culture. Eux, ils sont toujours exonérés, peu importe le montant, du moment bien sûr qu'ils financent un produit ou un service culturel. On comprend bien la mécanique, mais aussi les risques si on se trompe. En cas de contrôle, la sanction, elle est lourde? Très lourde. Le redressement se fait sur la totalité du montant du bon, dès le premier euro, plus les pénalités de retard. Ah oui. Et l'URSSAF peut remonter sur les 3 dernières années. Ce qui nous amène à un point crucial. La documentation. Justement, j'y pensais. Conserver les faire-part de mariage ou les certificats de scolarité pour justifier des bons d'achat. Est-ce que ce n'est pas un peu démesuré pour une PME qui n'a pas forcément un service RH très structuré? C'est une charge administrative, c'est certain. Mais du point de vue de l'URSSAF, ce n'est pas négociable. Pas de justificatif de l'événement, pas d'exonération. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut donc être intransigeant sur la collecte et l'archivage de ces preuves. C'est la seule ceinture de sécurité. Bon, si on récapitule, pour être sûr de ne rien oublier, la première chose à faire, c'est de surveiller le total annuel par salarié. C'est ça.
Tant qu'on reste sous les 200 €, tout va bien. Si on dépasse, on passe en mode analyse fine pour chaque bon d'achat. Événement autorisé, utilisation ciblée et montant plafonné. Voilà. Et la règle d'or, documenter, documenter, documenter. C'est exactement ça. Et au fond, cette gestion des bons d'achat, elle illustre parfaitement un défi majeur pour les entreprises. On a un avantage qui est perçu comme simple, comme direct par le salarié, mais qui exige en coulisses une gestion d'une précision d'horloger. Oui, c'est une bonne image. Et ça nous laisse avec une question à méditer. Comment continuer à innover pour soutenir le pouvoir d'achat des équipes sans que la complexité administrative ne finisse par décourager les meilleures intentions?